Précédemment, dans ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne. Tu te rappelles Pokémon? Pokémon? C'est pas une série finie, Pokémon, on peut pas en parler. J'ai la solution à ça. Il se passe quoi là? Tu vas devoir parler de la saison 1 de Pokémon avec nous. On va uniquement parler de la première saison, qu'on va considérer comme une série à part, puisqu'on croit savoir qu'elle est dans un état d'esprit très différent de ce qui a été fait ensuite. En fait, tu es là pour nous confirmer ce dernier point. La fin de la Ligue Indigo a été écrite pour être la fin de la série en elle-même, et on aurait eu un épilogue en film, comme pour la première série FMA. Mais du coup, puisque vous ne saviez pas que la fin de la saison 1 devait être réellement la fin de la série, pourquoi n'êtes-vous pas allé plus loin? Et maintenant, la suite. Mais du coup, puisque vous ne saviez pas que la fin de la saison 1 devait être réellement la fin de la série, pourquoi n'êtes-vous pas allé plus loin? En fait, quand nous avons revu Pokémon pour cette vidéo, nous ne nous attendions pas à ce que la fin de l'arc Indigo ait autant des allures de conclusion. Voilà ce qui s'est passé. Nous savions que la série animée Pokémon finissait par changer d'état d'esprit, mais nous ne savions pas quand, ni si c'était brutal ou progressif. Nous supposions que ça devait être progressif, alors nous nous sommes dit que nous allions regarder les épisodes jusqu'à ce qu'on en ait marre et qu'on allait expliquer a posteriori pourquoi c'est à ce moment-là précis qu'on en a eu marre. Nous ne nous attendions pas à ce que la fin de la saison 1 ait à ce point tous les stigmates d'une conclusion. C'est tombé sur nous comme une enclume. Certes, Sacha part pour une nouvelle aventure, et certes, il a perdu à la Ligue et n'est pas devenu un maître Pokémon. Mais cette notion de maître Pokémon est tellement mal définie qu'on n'est finalement pas étonné de se retrouver face à une fin ouverte. Si ça se trouve, la fin de One Piece le sera tout autant. Si ça se trouve, on découvrira que ça ne veut rien dire finalement, roi des pirates, et Luffy repartira faire le tour de Grand Line par les voies maritimes qu'il n'a pas empruntées. Ça n'en sera pas moins la fin. Dans le cas de Pokémon, ce sentiment est renforcé par le fait qu'au final, on ignore qui a remporté la Ligue Pokémon, et qu'on s'en fout apparemment complètement. Preuve que ce ne sont pas nécessairement de futurs adversaires bien identifiés pour Sacha. Nous n'avons pu regarder que quelques épisodes du début des Îles Oranges avant d'admettre que non, vraiment, nous n'avions pas envie de continuer. Pourtant, c'était toujours parodique et il serait exagéré de dire que ça l'était moins que la saison 1. Mais c'était vraiment différent. Peut-être que ça tient au fait que, bien que comique, la série n'en était plus au tâtonnement des tout débuts. En tout cas, il y a une rupture à la fin de l'arc Indigo. Et comme nous disions au début, il n'aurait pas été absurde de faire des autres saisons des reboots, re-racontant l'histoire de Sacha, mais un autre Sacha dans une autre région avec d'autres types de Pokémon. Ça aurait sans doute évité un certain nombre d'écueils. Et c'est parti pour une longue tirade. Je n'ai pas arrêté de dire que je reviendrai sur certains points de mon analyse, c'est maintenant l'heure, je vais vous expliquer comment je vois les autres saisons et cycles de la série Pokémon. Pour la saison 2, moi je n'ai pas vu de rupture avec la saison 1. C'est la même chose dans un autre environnement. On se souviendra surtout de cette saison pour sa ligue Pokémon au fonctionnement très différent des autres ligues. Et aussi parce que Sacha l'a remporté. Mais comme cette ligue n'est pas dans les jeux, on fait comme si ça ne compte pas. C'est aussi la saison où Pierre a été remplacé par Jackie qui n'a pas spécialement été bien accueilli, comme je l'ai déjà dit. La plus grande partie des saisons 3 à 5, qui se déroulent à Johto, cartait l'état d'esprit de la saison 1. Mais il y a un petit détail que les scénaristes n'ont pas vraiment pris en compte. Je rappelle qu'à la base, Pokémon était destiné à ne durer qu'une saison de 80 épisodes sur 1 an et demi. Mais le succès des jeux vidéo a fait que ce dessin animé ne pouvait pas s'arrêter. Et comme les aventures de Sacha dans une région Pokémon sont adaptées du jeu vidéo, leur durée varie selon le nombre d'années entre deux générations. L'équipe du dessin animé était dépendante des développeurs du jeu vidéo. Et donc, n'ayant pas le temps de réfléchir à comment s'adapter à cette nouvelle situation, ils ont dû étendre le concept de la saison 1 sur 3 années. On passe de 80 à 158 épisodes. C'est énorme. Résultat, les épisodes fillers sont devenus ennuyeux car au bout d'un moment, la répétitivité se faisait ressentir. Sacha et ses amis rencontrent un Pokémon, ils deviennent amis avec lui ou essaient d'en savoir plus, la Team Rocket essaie de capturer le 10 Pokémon, etc., etc. Les scénaristes ont quand même compris que quelque chose n'allait pas et ont fait des trucs qui sortaient de l'ordinaire pour essayer de briser la monotonie. Mais il fallait une solution sur le long terme pour rendre la série plus intéressante malgré sa répétitivité. Et ils s'y sont parvenus avec Advent Generation. Ils ont remplacé Ondine par une nouvelle héroïne, Flora, qui avait une profession différente de celui de Sacha, mais qui implique également une compétition offrant assez de matière pour vouloir s'y intéresser, ce qui donne lieu à beaucoup d'épisodes centrés sur elle et sur ses objectifs plutôt que sur Sacha, et ainsi combler le vide apporté par les épisodes filler. Cela a rendu la série moins répétitive et a aussi mis en valeur l'aspect shonen de la série, avec notamment la relation qu'entretient Flora avec ses rivaux. Ça peut paraître anodin, mais la relation de Sacha avec ses rivaux dans les 5 premières saisons ne semble pas très significative pour les scénaristes. Certes, sa rivalité avec Régis lui donne de la motivation, mais c'est surtout parce qu'aux yeux de Sacha, et particulièrement dans la saison 1, Régis est juste un crâneur arrogant, et lorsqu'il fallait justifier la profondeur de leur rivalité, on nous a raconté une histoire qui sortait de nulle part. J'ai souvent l'impression que la relation entre Flora et ses rivaux a servi de test pour la suite, car c'est à partir de la génération suivante que les rivaux récurrents de Sacha sont devenus plus importants dans l'histoire. Et justement, puisque je parle de Sacha, il est toujours fidèle à lui-même, mais il prend ses entraînements plus au sérieux.
On le voit car il y a des épisodes où il se concentre sur l'apprentissage d'une nouvelle attaque pour un de ses Pokémon, dont la célèbre queue de fer qui est devenue une attaque signature de Pikachu, aussi indétachable de lui que Tonnerre. Oui, parce que jusque-là, quand un Pokémon de Sacha utilisait une nouvelle attaque qu'il n'avait pas avant, c'est parce qu'elle est apparue d'un coup dans son répertoire d'attaques. Il n'y a pas plus d'explications, c'est comme dans les jeux vidéo. C'est une attitude que Sacha gardera dans les cycles suivants. Dans Diamant et Perle, ça va encore plus loin car il invente de nouvelles façons d'utiliser les attaques de ses Pokémon, qui seront même imitées par d'autres dresseurs. Sinon, puisque j'ai commencé à parler des éléments mettant en avant le côté shonen de la série et qui deviendront la norme par la suite, l'intrigue autour de l'organisation criminelle de la région, ou plutôt des organisations criminelles puisque dans les jeux de l'époque il y en avait deux, est exploitée à bon escient. Il y avait bien des arcs autour de la Team Rocket qui étaient sur de gros projets dans la saison 5, il y a même eu un OAV là-dessus, mais ici les scénaristes ont développé un fil rouge autour des teams Aqua et Magma pendant 2 ans. Enfin, sur 10 épisodes, mais c'est la moyenne d'épisodes focalisés sur une organisation criminelle par cycle, et ils n'ont pas juste cherché à faire une connexion avec un film. C'était vraiment la période où le staff tentait de nouvelles choses. Tiens, pendant un moment, ils ont créé des épisodes hors série en parallèle à la série de base, diffusée en France sous le nom de Pokémon Chronicles. C'était des histoires racontant les aventures des amis de Sacha. On avait des épisodes sur Ondine, sur le Professeur Chen, sur Regis, sur Ichi, et même sur la Team Rocket. Le concept était génial, mais il n'a pas été renouvelé jusqu'à ce jour. Sauf si on compte Prélude à l'éveil et Méga Évolution. Autre chose qui distingue la série Advent Generation des séries qui ont suivi, c'est que sur 4 saisons, l'aventure autour de la Ligue régionale n'occupe que 2 saisons et demie. Vers la fin, Sacha parcourt une nouvelle fois la région Kanto pour participer à la zone de combat de Pokémon Emerald, Battle Frontier en VO, ou Match Extreme comme ils l'ont appelé dans la VF ici. Et de son côté, Flora participe au concours de Kanto. Bon, c'était une extension comme l'était la Ligue Orange, mais cette fois ça venait des jeux. On insistait bien sur le fait que les génies des matchs extrêmes faisaient partie de la crème des dresseurs, au point d'être comparés aux membres du Conseil des 4. Non, pas celui-là. Avec des équipes plus équilibrées, plus stratégiques, et certains utilisaient même des Pokémon légendaires. Et si on arrive à battre tous ces génies, on obtient la possibilité d'en devenir un, chose qui est difficile, même dans les jeux, et pourtant Sacha y parvient, mais préfère refuser de prétendre au titre pour continuer à voyager. Et c'est dommage que Sacha n'ait pas accepté cette offre, car il aurait pu quitter l'anime tout en étant proche de son rêve d'être un grand maître Pokémon, et on aurait pu démarrer le cycle suivant sur un nouveau héros. Mais non! On continue avec Sacha pour la série Diamant et Perle. C'est vraiment à partir de là que le côté shonen s'impose dans la série. Et il y a des couacs. Pour accentuer la dimension shonen, ils ont un peu plus appuyé le travail sur les personnages. Ils sont plus profonds et ont un développement plus ambitieux. C'est sympa à suivre, mais plusieurs fois, ça ne reste pas cohérent sur le long terme. J'ai déjà parlé de Jessie, alors je vais m'attarder sur Aurore qui avait eu une excellente évolution. Elle voulait devenir coordinatrice pour suivre les traces de sa mère qui est une célébrité dans le milieu. Donc elle est dans le bain depuis son enfance. On pourrait croire que cela ferait d'elle une bonne coordinatrice débutante. Figurez-vous que non. Sur ses 4 premiers concours, 5 si on compte celui où elle participe dans les crédits du 10e film, elle n'en remporte qu'un seul. Et dans 2 d'entre eux, elle ne passe même pas les phases éliminatoires. Est-ce qu'il y avait une raison à cela ? En fait, Aurore avait la même personnalité que Zoé dans Digimon Frontier. C'était une fille qui croyait que tout lui était dû parce que c'était une fille, ce qui lui donnait une attitude snob et égoïste. Même si elle aimait ses Pokémon, elle ne remarquait pas qu'elle se souciait plus de leur capacité à faire une bonne chorégraphie que de leur bien-être, ce qui se faisait ressentir dans ses prestations de concours. Sauf qu'à la différence du personnage de Digimon Frontier, Aurore s'est repris en main. Lorsqu'elle réalisera ses défauts grâce à d'autres coordinateurs, elle fera de réels efforts pour être plus à l'écoute de ses Pokémon. C'est là que les portes du succès s'ouvriront à elle, et ça lui aura permis de grandir. Quel est le problème avec elle alors ? Eh bien, quand elle fait un featuring dans la série Noir et Blanche, on voit qu'elle est devenue une fille nunuche qui ne comprend pas des choses simples, et dont on se demande comment elle fait pour s'en sortir toute seule depuis qu'elle a quitté Sacha et Pierre. En d'autres mots, elle a régressé. C'est peut-être la faute de la série Noir et Blanche, mais à titre personnel, je sentais déjà des moments de régression vers la fin de la série Diamant et Perle. Et puis si les scénaristes tenaient réellement à leur personnage, ils n'auraient pas laissé cela se faire ainsi. C'est déjà très énervant de voir Sacha remis à zéro dans Noir et Blanche, mais s'ils le font aux héros des autres séries alors qu'ils revenaient juste pour faire un coucou, ça devient inadmissible. Mais pour pointer directement Diamant et Perle du doigt, on a le Torterra de Sacha, qu'on campe comme un cas tragique de Pokémon super rapide qui a perdu sa vitesse en évoluant et qui doit apprendre à s'adapter à son nouveau corps. Super concept! Eh ben non! Si au début, quand il était un Poscara, il était resté sur la bonne voie, lorsqu'il se transforme en Torterra, il devient un des Pokémon les plus nuls de Sacha, car depuis, il n'a remporté aucune victoire contre quelqu'un autre que la Team Rocket. Et après, on se plaint que les Pokémon de Sacha n'évoluent pas tous à leur stade final, alors que certains étaient mieux quand ils n'avaient pas évolué. Mais le premier prix de la plus grosse perte de temps revient au Capitextre d'Aurore.
Quelqu'un peut m'expliquer à quoi tout le délire autour de lui, enfin d'elle parce que c'est une femelle, a servi? Elle a été capturée par Sacha à la fin du cycle Advent Generation quand elle était encore un cap humain. Ok. Mais elle voulait suivre Sacha à Sinnoh. Ok. Elle se rend compte qu'elle préfère les concours Pokémon et d'un commun accord, Sacha décide d'échanger son cap humain avec le Mustéboué d'Aurore qui lui préfère les combats Pokémon. Ok. Ensuite, cap humain évolue en Capitex et grâce à elle, Aurore gagne 2 rubans. Ok. Puis dans l'épisode 124 de la série Diamant et Perle, Sacha et Aurore participent à un tournoi de ping-pong où l'on fait duo avec un de ses Pokémon, et c'est là que Capitextre se rend compte qu'elle préfère le ping-pong au concours et décide de quitter Aurore pour rejoindre un centre d'entraînement à Carmin-sur-Mer dans l'espoir de devenir championne de ping-pong. Bonjour, je suis la logique et... Comment tu peux faire un tel développement autour de Cap Humain qui préfère les concours Pokémon aux combats Pokémon, allant même jusqu'à être la partenaire de Jessie le temps d'un concours non officiel à l'époque où c'était encore un Pokémon de Sacha, si c'est pour finir sur « Ah non, finalement je préfère le ping-pong ». Bon, après je vais être honnête, on est plus dans un cas de « ça me touche moi parce que c'est moi ». Beaucoup de développements de Diamant et Perle marchent bien, mais ceux que j'ai détaillés ont tellement fait n'importe quoi avec leur finalité qu'ils éclipsent les autres. Et le seul développement que je trouve aussi réussi que les exemples que j'ai cités sont ratés, c'est la rivalité entre Sacha et Paul. J'ai déjà expliqué comment il marche sur le principe. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est qu'une des façons de faire de Paul, c'est de relâcher les Pokémon qu'il estime trop faibles ou qui ne lui servent plus à rien. Hé, waouh! Merci de m'avoir donné Azumarill, monsieur. On va bien s'entraîner. Allez, au revoir! Tu lui as donné ton Azumarill? Oui, alors? Parce qu'il a perdu? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il avait atteint ses limites. Un de ses Pokémon, Wistikram, l'avait impressionné grâce à sa puissance de feu quand il a dû se défendre contre d'autres Pokémon. Du coup, quand il l'a capturé, il n'a jamais hésité à lui faire combattre des adversaires en apparence plus puissants que lui pour qu'il réitère l'exploit. Ce n'est jamais arrivé. Et un jour, Paul a perdu patience et a relâché Wistikram. Mais Sacha a décidé de le recueillir. Depuis, un des objectifs de Sacha est de prouver qu'avec ses méthodes, Wistikram deviendra meilleur que le Pokémon que Paul espérait avoir en le capturant. Même si j'ai beaucoup pesté sur ce qui me frustrait dans ce cycle, je reconnais que l'ensemble reste très appréciable. On a de bons combats, de bonnes écritures, des personnages hauts en couleur, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous bons, et on a un méchant très cool. Bon, je ne parle pas de la Team Galaxy, car personnellement, j'ai toujours eu du mal à les trouver crédibles, même dans les jeux. Je pense plutôt à la Chasseutier, une femme à la tête d'un groupe qui vole des Pokémon rares pour les revendre, et qui a à sa disposition une technologie haute pointe. Elle marquera ce cycle, notamment car c'est le premier personnage de la série dont la mort implicite est montrée à l'écran. Le deuxième si on compte les scientifiques du premier film. Mais ici, c'est traité comme une mort de méchante shonen, contrairement à un autre cycle dont je parlerai plus en détail. Mais il y a quand même un défaut très notable qui m'a irrité tout au long du visionnage. Alors quel est-il ? Pas l'image de synthèse moche et mal incrustée. Ils ont tenté de nouvelles choses, et cela a permis à l'esthétique de la série d'évoluer. Pas le nombre d'épisodes filler chiants plus grand dû au fait qu'on a passé les 4 ans de la série sur les mêmes compétitions régionales du début à la fin, contrairement à Advent Generation non plus. À ce compte-là, ça serait tiré sur une ambulance. Non, le truc qui m'a vraiment gonflé, c'est le Tiplouf d'Aurore. Une mascotte agaçante qui reprend les traits du Salcos et pour qui on offre des moments de gloire sans vraiment corriger son comportement. Et le fait qu'il ait une voix aussi insupportable en VO qu'en VF n'aide pas. Je vous jure que j'aimais bien Tiplouf lorsqu'il a été révélé dans les magazines japonais, mais depuis qu'il est apparu dans le dessin animé, j'ai juste envie de dire ta gueule. Et je connais beaucoup de fans qui aiment le Pokémon en général, mais qui détestent celui d'Aurore. Maintenant que cela est dit, on peut passer à la suite. Concernant la série Noire et Blanche, j'ai déjà expliqué le problème, et ça suffit pour résumer la série. C'est un reboot sans être un reboot. Les jeux Noir et Blanche avaient fait ça aussi, mais de manière intelligente sans pour autant remettre en cause l'univers dans lequel on est. Ce qui n'est pas le cas ici. En retconnant Sacha et refaire de lui un débutant et un idiot fini pour permettre à Noir et Blanche d'être un nouveau point de départ pour les nouveaux fans qui découvrent la licence et qui ne veulent pas se taper les 660 épisodes qu'il y a eu avant, son évolution est devenue incohérente avec ce qu'il a vécu avant et fait perdre tout son sens au personnage. Le seul cas de figure où cela aurait pu marcher, c'est si on avait remplacé Sacha pour le rôle de personnage central. De ce fait, ce cycle n'a aucun intérêt pour les vieux fans, qui sont pourtant les premiers à suivre les aventures de Sacha. Ça serait simple de faire comme tout le monde et dire que c'est de la merde sans nuancer, mais en vrai, il y avait beaucoup de bons éléments, au-delà de tout ce que la série pouvait récupérer des jeux. J'aime le personnage d'Iris, pour des raisons que j'ai déjà expliquées,
Mais j'aime aussi Rachid. Rachid est le remplaçant de Pierre durant ce cycle, et contrairement à Chucky, il avait vraiment une personnalité imposante. C'est un connaisseur Pokémon, ce qui lui permet d'évaluer la relation et la compatibilité qu'un dresseur a avec son Pokémon. C'est aussi un champion d'arène, et son combat contre Sacha l'a tellement impressionné qu'il pense qu'un voyage avec lui permettra d'être meilleur dans son domaine de connaisseur. Quand il fera appel à ses talents de connaisseur, il les s'extériorisera de façon à nous mettre des paillettes dans les yeux. Jette un coup d'œil à mon feuillajou. Ses attaques croustillantes dégagent un parfum subtil de pelouse fraîchement coupée, la star du champ de bataille. Oserais-je le dire, Feuillajou est le plus brillant combattant de tous les temps. L'heure de l'évaluation a sonné. Génial, je suis en plein règlement de compte entre connaisseurs. Ton ouvrier a de la puissance et de la technique, Nico, et il arrive à les combiner de façon harmonieuse. J'admire également sa musculature bien dessinée et la puissance tout en finesse de ses attaques. Mais je t'avertis, Krabicoq et moi remporterons tout de même la victoire. Alterner attaque et défense, c'est la recette de notre succès. Et devinez quoi? On apprend qu'en vérité, Rachid est un connaisseur dans tous les domaines, ce qui fait qu'on aura aussi des trucs comme ça. Parfait, parce que l'heure de la pêche a sonné. La pêche, ce n'est pas aussi facile que vous le croyez, c'est tout un art. Seule une ligne finement lancée permet d'entrer en contact avec les Pokémon cachés sous la surface des eaux. Il faut lutter d'ingéniosité. Moi aussi, je vais participer à ce concours et je le gagnerai, j'en fais le serment. C'est l'heure du connaisseur détective. Inspecteur Rachid, à votre service, pour arrêter les criminels et éclaircir les mystères les plus insondables. As-tu vu ce film qui raconte la passion d'une jeune actrice pour son métier? Le tout à fait de l'opéra, c'est un grand classique. Pour captiver son public, elle ne doit plus faire qu'un avec son personnage. Une fois qu'on a réussi à entrer complètement dans son rôle, le trac s'évanouit. Ah, c'est pas pour rien que t'es connaisseur cinéma. Si seulement je voyais ce que tu veux dire. C'était vraiment amusant de voir ça, car c'était un des rares cas récurrents des séries récentes qui se rapprochent de la saison 1. Et ce ne sont pas les seules choses sympathiques que j'ai pu relever. Les personnages secondaires, les combats, les dessins, l'animation, surtout l'image de synthèse, les bonnes idées pour limiter les épisodes filler, avec notamment les tournois de Dynamite. Si tout ça n'avait pas interagi avec un Sacha qui devait être pète comme ses pieds, le cycle noir et blanche ne serait pas aussi tristement détesté qu'elle est. Mais non. Dans cette volonté d'être une série accessible au nouveau public, il fallait que la mentalité reste au même niveau que ce Sacha. Et donc, les scénaristes n'ont pas arrêté d'entraîner la série vers le bas. C'est un véritable gâchis. La seule chose qui reste encore un mystère, c'est pourquoi avoir fait une Team Rocket sombre dans un scénario plus complexe qui évolue en parallèle. On peut aussi se dire que le parti pris du dessin animé noir et blanche fait que son ambiance le rend plus proche de la saison 1 que ne l'a été la série qui l'a précédée et celle qui l'a succédé, sans que ce soit une parodie de shonen. Mais quel intérêt de rebooter Sacha si c'est pour rester un shonen tout con? J'aurais préféré que Noir et Blanche soit consistant avec le cycle Diamant et Perle en restant plus sérieux dans ses enjeux et dans le traitement de ses héros sans répéter les mêmes erreurs. C'est surtout dramatique car on parle du cycle qui adapte les jeux Noir et Blanche, mais chaque chose en son temps. J'aurai l'occasion de me justifier en comparant avec la série XY. Ah, la série XY. Laissez-moi prendre une grande inspiration car là j'ai beaucoup de choses à dire. Le Sacha badass et à peu près mature que nous vend cette série arrive sans transition. Ce qui fait que je n'arrive pas à le prendre au sérieux. C'est devenu officiel, Sacha peut changer de personnalité entre deux séries sans que ça ait du sens. Et surtout, ce côté badass et mature le rend plat et sans vraiment d'intérêt, car là, il n'a plus besoin d'évoluer. Et quand on lui donne du développement, on a besoin d'un retcon de son passé pour le justifier. Alors ok, c'est un Sacha fort, mais ça en fait un Sacha chiant à suivre. Il y avait un risque que cela arrive avec le Sacha de Diamant et Perle. Mais ils ont réussi à contrecarrer cela en lui donnant une rivalité avec un dresseur qui serait son opposé. Quelqu'un dont il n'approuve pas les méthodes, mais qui aura un impact sur lui et sur sa façon de dresser ses Pokémon. Mais visiblement, c'était tellement bien fait que ça ne pouvait se réussir qu'une fois. Alors pourquoi encore garder Sacha? Surtout maintenant qu'il peut aussi bien devenir débile que brillant pour les besoins du scénario. C'est avec cette réflexion que j'ai finalement réalisé que la qualité d'une série Pokémon ne se juge plus à Sacha, mais au reste. Parlons du reste alors! Ses compagnons sont trop parfaits pour la série. Ils s'entendent trop bien avec Sacha dès le début, ce qui fait que les interactions entre eux sont ennuyeuses à suivre. Les fans ont détesté les compagnons de Sacha dans la série Noir et Blanche, mais je les trouve 1000 fois plus intéressants et attachants que ceux de X et Y par leur personnalité cassante et leur gimmick un peu original. Lem est juste le gimmick du scientifique qui des fois réussit ses inventions, des fois non, pas vraiment de consistance. Il suit Sacha sans aucune raison. Alors, autant pour Iris, c'était grave aux yeux des fans, autant pour Lem, ça passe.
Bon, en fait, il y a une raison. Enfin, il y avait une raison. Lem est le champion d'arène d'Illumis, et il a été viré par le robot qu'il a créé pour le remplacer les jours où il aurait plus envie de s'occuper de ses inventions que de ses combats d'arène. Ce qui donne à ce dernier une raison valable de suivre Sacha, car en voyageant avec lui, il pourra capturer de nouveaux Pokémon et les entraîner pour battre ses anciens Pokémon utilisés par son remplaçant. Et ainsi, lorsque le groupe repassera à Illumis, Lem pourra défier son robot et il récupère son arène cet épisode après qu'il ait rejoint Sacha. C'est en cet épisode qu'on apprend toute cette histoire sur Lem, et c'est réglé à la fin. Vous aviez un truc là, un truc qui aurait pu être cool sur le long terme, mais vous n'avez pas vu l'idée de génie que cela engendrait. Et après les fans disent que c'est la série la mieux écrite. Le pire c'est que les scénaristes se sont rendus compte que le personnage n'était rien de plus qu'un gimmick. Donc pour le faire aimer des fans, on lui donne un des Pokémon les plus populaires de la licence. Sa petite sœur Clem, oui Lem et Clem, la traduction française des jeux à foirer sur ce coup, je plains les comédiens de doublage qui ont dû faire attention à ne pas mélanger les deux prénoms, est un peu plus intéressante. Je dirais même que c'est le personnage du groupe dont j'ai le moins de reproches à faire, si ce n'est son générique de fin en japonais que je trouve assez malaisant. Son but est de trouver une fiancée pour son frère, alors ça sert juste à substituer au gimmick de Pierre de tomber amoureux de toutes les filles qu'il croise, avec un peu, mais pas trop non plus, d'originalité. En dehors de ça, c'est une pile électrique qui ne se contente pas d'être une simple petite fille. On la montre être responsable, ses critères pour considérer un Pokémon mignon sont très larges, et elle aime les histoires d'horreur. Alors ok, jusqu'aux 2/3 du cycle avant qu'elle ait un vrai rôle important, ces épisodes se résumaient à « Oh, ce Pokémon est mignon, je veux passer du temps avec lui ». Mais ça restait plus divertissant que ce que pouvait proposer Serena. Ah, Serena. Parlons-en de Serena. Ce personnage n'a aucun intérêt. C'est l'archétype de la fille qui doit être belle et forcément amoureuse. Parce qu'elle a eu le coup de foudre pour Sacha quand elle était petite, et c'est la seule chose qui l'a motivée à partir en voyage. On en reparlera. Quand elle a rejoint le groupe et pendant toute une saison, elle ne servait à rien dans l'avancement des épisodes. Elle était aussi utile qu'un arbre dans le fond. Alors oui, il y avait des épisodes centrés sur elle, mais ça tournait toujours autour des clichés qui définissent le personnage. À savoir, être une fille belle et amoureuse. Un jour, elle se découvre un intérêt pour le salon Pokémon. Et pour nous montrer que le personnage a gagné en profondeur, elle se coupe les cheveux après avoir perdu son premier salon. Attends, quoi ? Alors en fait, se couper les cheveux, cela a une signification au Japon. C'est comme un nouveau départ. Donc c'est un aveu des scénaristes qui reconnaissent que le personnage n'a servi à rien jusque-là. Ok, merci de le confirmer les gars. Rien qu'un exemple. Elle obtient son premier Pokémon dans l'épisode 4 de son cycle. Et jusqu'au 47e épisode où elle attrape un Pantespiègle, il n'y a rien qui change dans son équipe. Pas d'évolution, pas de capture, rien, nada. Et c'est dommage car les épisodes où elle capture un Pokémon sont bien mes épisodes préférés sur le personnage, qui se comptent donc au nombre de 2. Dans le 47e épisode de Advent Generation, Flora obtenait son 3e Pokémon, et un de ses Pokémon a eu le temps d'évoluer 2 fois. Dans Diamant et Perle, Aurore avait déjà 4 Pokémon dans son équipe, et depuis son équipe n'a pas arrêté de changer. Et même si au début de Noir et Blanche, Iris avait déjà 2 Pokémon dans son équipe, elle a eu le temps d'en avoir un 3e avant l'épisode 47. Et puis même si on met en avant que son équipe n'a changé qu'une fois dans ce laps de temps, Iris faisait ressentir sa présence. C'est d'ailleurs parce que les fans ne pouvaient pas l'ignorer qu'ils ont hurlé leur haine envers elle. Serena n'aurait pas été là, ça n'aurait rien changé. Là, pour défendre le personnage de Serena, vous allez revenir sur cette sincère attirance amoureuse qu'elle a pour Sacha, qui amène un peu d'originalité, là où la romance Sacha-Ondine serait à la base suggérée par les traducteurs américains. Mais mon coco, si à l'époque de la saison 1, une histoire d'amour impliquant Sacha pouvait être réaliste, aujourd'hui c'est voué à ne jamais aboutir à quelque chose de concret, que vous soyez pro Serena, pro Ondine ou pro une autre fille amoureuse de Sacha. Car d'une part, Sacha change de comportement et de QI pour les besoins de la série, ce qui fait que les cycles peuvent être incohérents entre eux sans que cela gêne les scénaristes, et d'autre part, la love interest de Sacha sera à un moment donné abandonnée et n'aura plus d'incidence sur la série. Après tout, c'est une des seules choses qui change à chaque cycle, de nouveaux protagonistes pour voyager avec Sacha. À l'heure où j'enregistre ces mots, Serena n'est pas réapparue une seule fois depuis la fin de XY, même pas en hors-série. Elle le devrait si les scénaristes prenaient cette relation au sérieux. Mais non, si vous voulez une romance intéressante avec un personnage important dans Pokémon, ce n'est pas avec Sacha que vous l'aurez. Après, il n'y a pas que du négatif à dire sur Serena. En termes d'évolution de personnage, elle reste correcte, même si c'est long et chiant. Elle est passée de fille qui est partie en voyage juste pour aller coller Sacha par amour pour lui, à personnage investi dans une vraie passion et qui se trouve un but dans la vie. On sent que Serena a véritablement changé, et jusqu'à maintenant, rien ne remet cela en cause. Ce dont un personnage comme Aurore ne peut pas se vanter. Mais c'est quelque chose qui devrait aller de soi dans une fiction. Rien qui fasse dire « Oh là là, les personnages dans XY sont réussis comme jamais on ne peut réussir des personnages dans une histoire ». Bon, ok, les Pokémon de Sacha ont un bon développement.
C'est devenu la seule utilité de Sacha, avoir des Pokémon qui ont quelque chose à raconter. C'est un truc que la série réussit plutôt bien, je le reconnais. Jusqu'à ce que tout soit caché par Amphinobi. Pendant les 2 premières années, on mettait bien en avant les Pokémon de Sacha de manière équilibrée, puis la dernière année, les scénaristes ont décidé qu'Amphinobi serait le seul Pokémon de Sacha qui méritait de l'attention. Les autres n'existent plus, ils ont tous eu leur heure de gloire au moins une fois. Maintenant, on se focalise sur un seul Pokémon. Alors oui, il y a toujours eu un Ace, ou carte maîtresse en français, dans chaque équipe régionale de Sacha, et oui, c'est déjà arrivé que certains de ces Aces se soient mis en avant de manière abusive au détriment d'autres Pokémon de l'équipe, mais là tout est fait pour qu'Amphinobi soit le centre de l'attention, pour qu'il soit considéré comme un héros. Et comme il n'a pas de méca-évolution, alors que c'est la génération qui implante ce mécanisme, la série lui a inventé une nouvelle forme totalement inédite. Et oui, le Sachanobi a été créé de toutes pièces par l'équipe du dessin animé, avant d'être ajouté dans les jeux. Et les développeurs ont confirmé qu'ils ont ajouté Sachanobi par pur fanservice. De quoi d'autre pourrais-je parler? De l'arc Team Flare, dont le déroulement me rappelle beaucoup le climax des jeux Pokémon version noire et blanche. Ce qui me fait revenir à mon regret de ne pas avoir appuyé l'aspect sérieux avec la série noire et blanche. Car l'idée de faire de Sacha un personnage badass et mature, il n'y avait que là que ça pouvait réussir. Là, ça aurait été une transition cohérente avec le Sacha de Diamant et Perle, et surtout, ça aurait mieux collé à l'ambiance des jeux noir et blanche, dont le scénario plus mature donne la sensation que la licence a grandi en même temps que les fans, tout comme des œuvres comme Toy Story 3, Dragon 3, ou la seconde moitié des livres et films Harry Potter. La série noir et blanche aurait pu subir la plupart des défauts de la série XY dû à cette volonté d'être trop sérieuse, mais la pilule aurait mieux passé grâce à cela. Je ne sais pas ce qui se passe quand le staff des jeux et le staff de l'anime communiquent, mais ces informations sur les jeux noir et blanche leur est passée à côté. Là, vous vous faites la réflexion que je blâme X et Y pour avoir été la série qui aurait dû être noire et blanche. Mais pensez-y, rien qu'avec les jeux, il y avait matière à offrir un développement nouveau pour le personnage de Sacha, notamment avec la vision du monde de N, qui pense que les Pokémon sont esclaves de leur tresseur, qu'ils ne devraient pas être enfermés dans une Pokéball, tout comme moi, et être libres de leur choix. Il aurait pu intervenir dès le début, et à chaque rencontre avec Sacha, il aurait pu le culpabiliser un peu plus. Au point où ce serait Sacha qui remettrait en cause son rêve de devenir maître Pokémon. Mais grâce à son amitié avec ses compagnons, il aurait trouvé une réponse à la fin de la série pour contredire N, et ça se serait fait dans un affrontement épique. Je suis désolé, mais c'est quand même plus entraînant qu'une histoire d'amour qui ne sera pas suivie. J'insiste là-dessus car l'arc autour de N est la meilleure partie de la série noire et blanche, parce que les thèmes autour de ce personnage sont apportés aussi correctement que ça puisse l'être au vu des objectifs des scénaristes pendant ce cycle. Mais ça ne représente que 12 épisodes sur 144. Franchement, si cette volonté d'être un shonen plus sérieux avait été utilisée pour la série noire et blanche, eh bien on ne peut pas savoir ce qu'aurait pu être la série puisque dans tous les cas, rien n'aurait empêché le tsunami qui a changé la plupart des projets des scénaristes, mais je pense que l'expérience aurait été plus satisfaisante que la série noire et blanche et la série X et Y qu'on a eue. Là, quand je vois X et Y, c'est comme si les développeurs de Game Freak étaient venus engueuler les scénaristes du dessin animé parce que la série noire et blanche n'était pas du tout à l'image des jeux. Du coup, pour compenser, ils ont cherché à être le plus sérieux possible juste pour faire genre. Alors qu'ironiquement, les jeux Pokémon X et Y sont plus enfantins. Je sais que c'est dans ces jeux qu'on parle de génocide avec le roi immortel AZ et la guerre d'il y a 3000 ans, mais tout ça est condensé pour un passage. D'ailleurs, si les scénaristes du dessin animé voulaient faire une intrigue plus sérieuse, pourquoi ne pas avoir utilisé AZ, qui représente le côté sombre et froid des jeux? Ça donne l'impression qu'ils sont passés à côté de quelque chose. On n'a pas AZ, mais à la place on a Alain. Un nouveau héros pour la série qui a sa propre backstory, ses propres motivations, son propre compagnon de route, son propre Pokémon fanboy, et surtout qui vit ses propres aventures indépendamment de Sacha. Il est à la tête des meilleurs épisodes du cycle, dont les 4 épisodes hors-série qui lui sont totalement consacrés. Ces hors-série, qui ont pour titre Méga Évolution, ont un ton qui tranche avec la série de base. Mais ici, ça se justifie parfaitement par le fait qu'on suit des héros différents de Sacha et sa troupe. Ces hors-série permet de montrer aux téléspectateurs à quel point la série serait mieux si on changeait de héros. Mais tout ça est ignoré car tout le monde déteste le personnage d'Alain, parce qu'il a battu Sacha à la finale de la Ligue Kalos. Et c'est marrant de voir tous les fanboys lui cracher à la gueule alors qu'ils aimaient plutôt bien le personnage avant. Ah mais que voulez-vous? C'est Sacha. On a envie qu'il gagne une vraie ligue. Même si ces retcons feraient perdre du sens à cette victoire. Au fait, les fans qui disent que ce n'est pas crédible qu'Alain gagne parce qu'il utilise un type feu face au type eau de Sacha. Vous me rappelez qu'il y avait le dessus selon la table des types lors du dernier round de la demi-finale de Sacha à la Ligue Kalos que vous avez adoré? Je vais m'arrêter là avec XY car voyez-vous, si ça continue je vais être autant détesté que Durandal quand il parle de parasites. Un jour Durandal, nous serons réunis. Je pense tout de même que vous avez compris mon problème. Je n'ai pas envie de désapprouver cette série parce qu'elle veut être sérieuse, mais je trouve que cette façon d'être sérieuse la rend globalement incohérente et ennuyeuse.
Non pas que c'est mauvais, mais dans ce contexte, je n'arrive pas à accrocher et je ne peux pas être d'accord avec les fans qui considèrent cette période comme étant la meilleure du dessin animé. La plus grosse qualité objective que je puisse lui reconnaître, c'est son travail sur le dessin et l'animation. Mais ici, on n'est pas dans Yu-Gi-Oh! Arc 5. S'il ne fallait citer qu'une seule chose qui évolue de façon cohérente dans la série Pokémon au fil des cycles, c'est bien la forme. C'était vrai pour Advent Generation, c'était vrai pour Diamant et Perle, c'était vrai pour Noir et Blanche, et ça reste vrai pour Soleil et Lune. Transition! Soleil et Lune. Cette série tranche totalement avec les autres. Comme il n'y a pas d'arène dans les jeux Pokémon Soleil et Lune, ils ont décidé que Sacha partirait en vacances à Alola, ce qui correspond à Hawaï chez nous, mais qu'il resterait dans la région pour aller à l'école Pokémon. Donc le brevet Pokémon que tu as reçu et qu'on mentionne dans l'épisode 1, il n'est plus valable? Comment ça marche? Après, il y a bien un truc à faire à Alola à la place des arènes. Il y a le tour des îles où les dresseurs doivent parcourir les îles de l'archipel afin de passer des épreuves avec à la clé un Crystal Z, permettant à leurs Pokémon d'utiliser une super attaque. Mais faire une épreuve, pour Sacha, ça lui vient comme une envie de pisser. Donc la plupart du temps, Sacha étudie aux côtés de ses nouveaux amis. La série Soleil et Lune se concentre surtout sur l'humour. Pas qu'il ne se passe jamais rien d'important, mais elle se détache de tout complexe. On cherche à être drôle avant tout. Et malgré que ce soit encore incohérent avec la série précédente, c'est plutôt agréable. En partie parce que justement ça se passe après la série XY, dont les moments drôles les plus marquants sont assez tépants. Dis donc, Sacha, est-ce que Pikachu aime qu'on lui caresse la queue comme je viens de le faire? Oh oui, il adore ça. Le truc, c'est que pendant les 20 dernières années, la série a passé son temps à nous raconter l'histoire de Sacha qui veut devenir maître Pokémon. Et comme de toute façon son rêve ne changera pas et qu'on n'aura plus d'évolution crédible de sa part, faire un cycle qui ne se repose pas sur cet objectif apporte un peu de fraîcheur. Et ça permet de ne pas obéir aux mêmes règles que les autres séries, et d'avoir ses propres codes, comme par exemple l'utilisation de personnages tertiaires récurrents pour lesquels on nous montre bien qu'ils ont leur vie qui continue hors champ. Du coup voilà, Soleil et Lune est une série comique, mais on est toujours dans un shonen, et du coup, tout ne va pas être pris à la légère. Habituellement, les situations plus fâcheuses ne nuisent pas à l'ambiance de la série, mais il y a des moments où ce qu'on nous raconte est trop grave pour vouloir le prendre à la rigolade. Et on peut les séparer en deux catégories. Ceux qui tentent de mélanger humour et sérieux, et qui ratent, et ceux qui enlèvent l'humour tout en ayant un message optimiste qui appuie la positivité de la série, et qui réussit. Pour la première catégorie, cela implique surtout les moments qui adaptent l'intrigue des jeux, avec des enjeux qui montent de plusieurs crans, style sauver le monde. Mais lorsque cela arrive, le ton de la série a le cul entre deux chaises. Comme les scénaristes et dessinateurs ne jugent pas ces moments comme trop dramatiques pour se permettre de ne pas être comiques, l'instant présent devient trop drôle pour être pris au sérieux, mais trop sérieux pour être drôle. La seconde catégorie s'applique à un seul sujet, et il s'agit de la mort. Et je parle de la vraie mort, celle de la vraie vie. La série traite ce sujet 3 fois, et toujours de manière différente. Et lorsque cela arrive, Soleil et Lune devient mature mais à un point jamais atteint par les autres cycles du dessin animé. On pourrait se dire que c'est perturbant de voir ça dans une série qui se veut humoristique, mais c'est ce qui la rend imprévisible. Comme Soleil et Lune osent tout, on ne sait jamais à quoi s'attendre, et il arrive souvent qu'on soit surpris. C'est un de ses plus gros points forts. Ce qui est perturbant, c'est plutôt la personnalité de Sacha dans cette série. Dans la vie de tous les jours, il est plus con qu'il ne l'a jamais été dans la série Noir et Blanche, mais lorsqu'il engage un combat Pokémon, il est plus badass qu'il ne l'a jamais été dans XY. On n'arrive jamais à trancher. Bon, pour ça, je l'ai dit, une série Pokémon ne se juge plus par Sacha. Et si ses compagnons sont réussis, je peux accepter le héros en roue libre qu'il est devenu. Et ils le sont tous. Même le plus irritant. Ils sont tous bien utilisés dans la série, chacun son propre traitement, basique mais efficace. Et le cadre particulier de Soleil et Lune permet de ne pas tous les faire intervenir dans un épisode pour qu'ils ne servent à rien, ce qui fait qu'on ne tombe pas dans le syndrome de Serena à ses débuts. Mon seul regret par rapport aux personnages, c'est qu'ils ont expédié 2 personnages importants issus des jeux, et c'est plutôt triste. Beaucoup de fans crachent sur cette série sans lui laisser une chance. Déjà parce que ce n'est pas XY, mais aussi parce qu'ils trouvent les dessins et l'animation moches, et ça s'est arrêté là sans chercher plus loin. Déjà, à part pour Sacha et à la limite James, je n'ai entendu personne se plaindre du character design des personnages. Quant à l'animation, elle passe à un nouveau cap, un nouveau style, qui lui permet d'être visuellement plus souple, plus dynamique, plus expressive, plus inventive, plus libre quoi. Mais je vous renvoie à la vidéo d'étagère qui vous expliquera ça mieux que moi avec des termes techniques. Et je pense que c'est le plus grand intérêt de la série Soleil et Lune. Puisque les scénaristes voulaient partir sur une série humoristique sans prise de tête, les dessinateurs et animateurs ont décidé d'en profiter pour expérimenter quelque chose de nouveau qui permettrait au visuel de la série d'évoluer. Seul l'avenir nous dira à quoi cela aboutira, même si normalement on devrait déjà connaître le visuel de la nouvelle série Pokémon depuis longtemps, au moment où cette vidéo sera diffusée. La série Soleil et Lune est un véritable ovni pour le dessin animé Pokémon. C'est celle qui se distingue le plus des autres séries par son ambiance et son animation. Ce n'est pas sans défaut ou moments très irritants, mais à côté de tous les reproches que j'ai faits au précédent cycle dans cette vidéo, on peut dire que cela faisait longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à suivre le dessin animé Pokémon.
Maintenant, vous vous demandez peut-être quelle est ma série Pokémon préférée. Eh bien pour moi, il n'y a pas photo, c'est Advent Generation. Cette série est celle qui a fait la transition entre l'autoparodie de shonen et le schéma classique de Neketsu, ce qui fait qu'on retrouve un peu des deux, et donc elle satisfera aussi bien les fans de la saison 1 que les fans des séries Diamant et Perle ou X et Y. Mais le point fort d'Advent Generation par rapport aux séries qui ont suivi, elle est simple et modeste. Les autres séries avaient beaucoup plus d'ambition, mais à un tel point qu'il aurait fallu casser le statu quo si les scénaristes étaient allés jusqu'au bout de ce qu'ils avaient entrepris, et ça c'était contre-productif pour eux, donc à un moment donné, ils devaient freiner leurs ardeurs, et quand ça arrivait, les fans ont énormément gueulé. Cherchez les commentaires des fans après l'épisode où Sacha perd la Ligue Kalos, vous verrez jusqu'où ils sont allés pour exprimer leur mécontentement. Bon, ceci dit, ça serait hypocrite de ma part de faire la morale aux fans à ce sujet, car moi-même j'ai ragé face à des annonces concernant Pokémon, qui ont détruit mes rêves. Et faut reconnaître que c'est un peu la faute des scénaristes d'avoir fait croire aux fans que la série irait plus loin que ce qu'elle est réellement, alors qu'ils savaient dès le début qu'ils allaient revenir au statu quo, tant qu'ils sont obstinés à ne pas vouloir se débarrasser de Sacha. Ce qui me fait revenir à la comparaison avec Advent Generation. Ce cycle n'a aucun moment qui a déçu les fans à ce point. Au début, ils n'étaient pas contents qu'on remplace Ondine, mais ils se sont vite fait à l'idée. D'ailleurs, pour vous illustrer à quel point la simplicité d'Advent Generation fait son point fort, je vais prendre l'exemple de Flora. Flora était un personnage qui n'avait pas de but dans la vie. Si elle devient tresseuse de Pokémon au début, c'est pour que ses parents la laissent parcourir le monde à 10 ans, alors qu'elle n'aimait pas particulièrement la compagnie des Pokémon. Mais dès qu'elle aura obtenu son premier Pokémon, elle apprendra petit à petit à les apprécier, et quand elle découvre les concours Pokémon, elle tombe sous le charme de cette pratique, et veut tenter de devenir coordinatrice. Et c'est d'ailleurs une bonne idée car on découvre toutes les similitudes des concours Pokémon en même temps qu'elle. Et c'est là que Flora se révélera avoir un véritable talent pour les concours Pokémon. Bien sûr, elle aura des hauts et des bas, mais son parcours lui aura permis de grandir et de ne plus avoir besoin d'être accompagnée de Sacha et Pierre pour progresser. C'est très simple, mais rien n'a remis en cause cette évolution. Quand on la revoit dans la série Diamant et Perle, je n'ai pas l'impression qu'elle a régressé ou que son parcours n'a servi à rien, contrairement à Aurore. Ce qui permet de dire qu'Advent Generation assume tout ce qu'il fait et s'est pris en compte, mais pas les cycles suivants. Bon après, comme visiblement un cycle de la série Pokémon ne peut pas être parfait sans incohérence avec les autres, il faut le dire, Advent Generation a aussi fait des retcons. J'en ai compté 3 en tout. Mais ce ne sont pas sur des choses centrales à la série. Certains argumenteront avec moi en disant que chaque série Pokémon est indépendante des autres, même si elle se déroule dans la même continuité, et que je ne suis pas obligé de juger une série à sa cohérence par rapport à ses prédécesseurs. Indépendamment, Noir et Blanche est une bonne série pour commencer Pokémon en dessin animé, malgré qu'elle renie tout ce qui s'est passé avant. Et le Sacha de X et Y peut représenter un bon modèle de héros de shonen si on ne prend pas en compte le fait qu'il sort de nulle part. Ce ne sont pas de mauvais arguments, et je peux comprendre que vous le voyez comme ça. Mais ils ne peuvent pas me toucher. Car je fais partie de ceux qui ont suivi Sacha depuis ses débuts. Je rentrais au CP quand j'ai vu le premier épisode à sa première diffusion en France, le matin du 5 septembre 1999. Ce n'est pas une série que j'ai découvert longtemps après sa première diffusion, que j'ai suivie pendant quelques temps, et que j'ai arrêté au moment où ça ne me plaisait plus. On peut dire que Sacha est un peu comme un frère pour moi. Chaque changement m'affecte et je suis obligé de les comparer. Car au fond, si je continue à suivre cette série, c'est dans l'espoir d'y voir une conclusion satisfaisante aux aventures de Sacha. Même s'il gardera toujours ses 10 ans, même si son évolution de personnage n'a plus aucun sens au point où j'en viens à dire que Sacha n'est plus l'élément le plus important de la série Pokémon, il y aura forcément un moment où son histoire prendra fin, et je vais être là quand ça arrivera, même s'il va falloir attendre encore 20 ans avant de pouvoir y assister. Bon, je m'excuse d'avance auprès de Tuki et Al et auprès de vous, spectateurs, mais je dois mettre la vidéo en pause car pendant mon travail de montage, ce con de Sacha a remporté la Ligue Alola. Je ne considère pas cela comme un grand accomplissement, comme pouvait l'être sa victoire sur le Battle Frontier, car comme je l'ai répété dans la vidéo, l'écriture autour de Sacha change une fois par cycle depuis Noir et Blanche, donc ça aurait pu être la Ligue Unis ou la Ligue Kalos, sa victoire m'aurait tout autant impacté. Quoique même pas, une victoire sur la Ligue Unis ou Kalos aurait représenté plus de choses, car comme je l'ai déjà évoqué, c'était la première édition de la Ligue Alola, et tout le monde pouvait y participer, même les amis de Sacha les moins aptes à mener un combat Pokémon. Donc ce n'est pas la même chose que s'il avait remporté la Ligue Pokémon d'une autre région avec des arènes. Et puis qu'est-ce qui s'est passé après que Sacha ait obtenu sa coupe? Il a juste affronté son professeur et ami Euphorbe, car c'était la récompense bonus pour la première place. Ok, il est devenu le champion de la Ligue Alola et on l'appelle maître, mais jusqu'à preuve du contraire, son statut ne le place pas au même niveau que les maîtres des autres ligues. Et du coup, il peut toujours parcourir le monde pour devenir maître Pokémon. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sensible à sa victoire sur la Ligue Alola, ou à son combat contre le professeur Euphorbe qui nous a offert le meilleur duel de tout le dessin animé Pokémon avec l'affrontement entre Pikachu et le Pokémon gardien Tokoriko. C'est sûr que ça fait quelque chose de voir ça, mais je le suis beaucoup moins que les autres fans. Et concernant le prochain cycle du dessin animé, qui s'appellera simplement Pokémon, je le trouve assez intéressant,
Car pour l'instant, Sacha ne va pas directement à la région des nouveaux jeux. Avant, il retourne dans les régions qu'il a déjà visitées, et il sera accompagné d'un jeune dresseur qui veut capturer tous les Pokémon du monde. Ce qui nous renvoie à l'aspect « attrapez-les tous » de la licence. En plus, il s'appelle Go. Certes, comme un des compositeurs pour les jeux Pokémon épée et bouclier, mais de manière plus large, c'est sans doute pour rendre hommage à Pokémon Go. Encore une fois, c'est quelque chose qui change par rapport à ce qui se faisait avant le cycle Soleil et Lune, et je suis très curieux de voir le résultat. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah non, attendez, vous voulez savoir un truc ? La piste audio que j'enregistre actuellement, c'est la 151e piste audio pour ce montage. Comme les 151 premiers Pokémon. En plus, c'est Mew le 151e Pokémon, car dans la nouvelle série, Go veut l'attraper par-dessus tout. Vous voyez, on y revient. Bon, je n'ai rien à ajouter. Mais j'aimerais corriger un truc. Le premier shonen que j'aurais regardé dans ma vie, après avoir cherché dans mes souvenirs, serait en fait Street Fighter 2V, histoire de corriger ce que j'ai dit au début, mais... Vous vous en foutez ? Vous vous en foutez. Bon, je vous renvoie à Chucky et Al. Voilà, je crois que j'ai fini de dire ce que j'avais à dire sur les séries Pokémon qui ont suivi la saison 1. Donc pour toi, ça a beau changer tout le temps, c'est toujours la même série. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a maintenant presque 6 ans, dans notre vidéo sur l'humour dans les dessins animés, nous avons repris cette fameuse métaphore du marteau pour parler du passage progressif des cartoons classiques à Freakazoid. Vous savez, ce marteau dont on change d'abord la pierre, puis le manche, et qui est donc à la fois toujours le même marteau et un marteau complètement différent. Clairement, d'après ce que tu nous dis, la série animée Pokémon, c'est une succession de ruptures, mais c'est aussi une continuité. Mais une continuité qu'on ne peut percevoir que si, comme toi, on n'a jamais fait escale. C'est pour ça que tu ne vois pas la rupture dans la saison 2. On ne peut voir la continuité comme tu la vois que si on est resté dans le train. On ne peut plus le prendre en marche. Ainsi, bien qu'ayant vu la majeure partie de Johto, lorsque nous avons voulu reprendre la série depuis le début, nous n'avons pas pu aller au-delà de la Ligue Indigo, car contrairement à toi quand tu as continué de suivre l'animé à l'époque, nous savions que la série changerait beaucoup et continuerait longtemps, et donc nous avons senti une rupture. Je dirais même que nous n'avons pu voir que la rupture et pas la continuité, car cette rupture signait en plus le moment où la série passe de quelque chose qui aurait pu s'arrêter à quelque chose qui ne s'arrêterait plus. Et clairement, quand tu parles de la série, tu parles de quelque chose qui nous est essentiellement étranger. Le marteau, nous ne le reconnaissons pas, parce que nous ne l'avons pas gardé en main pendant qu'on en remplaçait les pièces. Ainsi, notre perception de la saison 1 de Pokémon en tant qu'œuvre complète est en décalage total avec ta description de la franchise, mais c'est parce que la perception qu'on a de la série dépend visiblement énormément du rapport qu'on a entretenu avec elle. C'est beaucoup plus vrai pour le dessin animé que pour les jeux. Je le sais car j'ai pu jouer à Platine sans aucun problème en ayant sauté la 3ème génération. Mais je crois bien que ton expérience de la série, on ne peut la voir qu'en étant dans ton cas. On ne peut pas la vivre a posteriori. On ne pouvait la vivre que sur le moment, quand on ne savait pas comment les choses allaient tourner. C'est pour ça qu'on peut dire, je pense, que quitte à découvrir ou redécouvrir Pokémon en commençant par l'épisode 1, la fin de la Ligue Indigo est un bon moment pour s'arrêter. Parlons maintenant de la question qui fâche, le film. Quoi, détective Pikachu ? Vous l'entendez comme moi, vous l'entendez? Non, je parle du film de la saison 1, voyons. Un film qui est dissonant avec cette saison. Il se prend au sérieux. Il se prend au sérieux, vraiment? Fais-les traverser, on vous amène. Nous les Vikings sommes bons navigateurs. Oui, quand même. Entre la narration philosophico-tragique de Mewtwo et l'esthétique sombre, on n'a plus l'impression d'être dans la série dont le film est le film. Du coup, des gags qui marchent super bien dans les épisodes tombent à plat parce que l'ambiance n'y est plus. Son visage me dit quelque chose. Et le fait que la VF ait complètement changé le sujet du débat entre Mew et Mewtwo n'arrange rien. Ouais, alors j'aimerais désamorcer tout de suite l'inévitable chapitre que vous allez faire sur combien c'est ridicule de mettre une morale anti-violence dans une série sur des combats de monstres. Pour expliquer, le conflit entre Mew et Mewtwo en VO porte sur le fait que les clones sont des êtres artificiels, que Mewtwo estime les clones supérieurs parce qu'ils sont améliorés, alors que Mew les juge inférieurs parce qu'ils sont artificiels. D'où la morale. Ce ne sont pas les circonstances de la naissance qui importent, mais c'est ce que l'on fait du don de la vie qui détermine qui l'on est. La version américaine, et donc la version française dans son sillage, ont complètement modifié les dialogues se rapportant à cette problématique au milieu du film, et en ont remplacé une partie par ceci. Les Pokémon ne sont pas faits pour se battre. Enfin, pas ainsi. Les critiques prennent souvent cette réplique hors contexte pour en souligner le côté ridicule. Or, ce qui compte dans la phrase, c'est le pas comme ça, c'est-à-dire le contexte, qui est le suivant. Sacha vient de libérer les originaux des cuves de clonage. Mewtwo entend démontrer la supériorité des clones en leur ordonnant de se battre chacun contre leur original, sans leur pouvoir. C'est-à-dire sans attaque, sans technique, sans rien. Il s'agit de lutter comme des chiffonniers jusqu'à l'épuisement ou la mort. Seul le Pikachu original et les demi-house refusent. Bref. Or, comme le dit Ondine, Les combats Pokémon sont des combats de stratégie. ce qui fait l'intérêt des combats de Pokémon, ce n'est pas le plaisir malsain des dresseurs de voir des animaux se faire mal en s'affrontant. C'est que c'est une gigantesque partie de Shifumi où chaque Pokémon fait la démonstration de compétences techniques hors du commun, et à travers lui, son dresseur fait la démonstration de sa capacité à entraîner un Pokémon. Mewtwo supprime tout ça, et ce faisant retire au combat de Pokémon tout leur sens. J'ai fait du karaté quand j'étais au lycée, et j'étais dans un dojo où on frappait comme si on était en situation réelle d'affrontement.
Pour autant, vous vous doutez bien qu'il aurait été absolument inacceptable de se mettre à se battre comme des chiffonniers avec des coups de pied sous la ceinture et tout ce qui ne se fait pas en arts martiaux. C'est de ça qu'il est question dans la morale de la VF, et ce serait bien qu'on arrête de faire semblant de pas le comprendre. En plus, cette morale inventée par la version américaine n'est pas une spécificité du film. Au fil de la série, on nous dit ou montre 1. Qu'on ne doit pas utiliser des Pokémon pour régler des différends personnels quand on est quelqu'un de bien, 2. Qu'on doit respecter des règles quand on livre un combat de Pokémon, et 3. Qu'il y a 2000 ans, on faisait la guerre sans Pokémon, alors que ceci existe depuis la préhistoire, et que la notion d'utiliser des armes pour se battre entre humains existe toujours dans le monde moderne, y compris dans des épisodes non censurés. Le but des combats de Pokémon n'est donc pas de se battre. C'est un sport de combat qui, comme les arts martiaux, a aussi des vertus de self-défense, mais ça ne signifie pas que la violence entre Pokémon doit être encouragée dans tous les cas. Ok pour le fait de se battre comme des chiffonniers, mais d'une part, cet aspect des choses est complètement camouflé par le fait que ces dialogues ne sont globalement pas très bien écrits et donnent l'air de se répéter en ne donnant pas les informations dans le bon ordre et de manière compréhensible. Et d'autre part, la question de la violence brute contre la compétition sportive encadrée, faut bien reconnaître que c'est un sujet moins intéressant que ce ne sont pas les circonstances de la naissance qui déterminent qui on est. Et ce changement laisse une impression de réduction des enjeux. Ah, peut-être, mais du coup, le fait que les Pokémon se battent sans leur pouvoir ne sert à rien dans la VO et n'est pas du tout évoqué. Or, c'est quand même quelque chose d'important, tout ce qu'il peut y avoir de poignant dans la scène vient de là. Enfin, de toute façon, qu'on y parle de violence brute ou de droit des clones à rester en vie, mon principal problème avec ce film, c'est qu'il ne contient pas ce que j'appréciais dans la saison 1 de Pokémon. La parodie. Je suppose que le film reboot de la saison 1 est davantage dans l'ambiance des saisons actuelles. C'est ça. Pokémon Je te choisis est juste un film qui nous raconte une nouvelle version des débuts de Sacha. Mais en aucun cas ce film reprend l'univers parodique de la saison 1. Ce film se focalise surtout sur la fin de l'épisode 1, avec Sacha et Pikachu qui voient dans le ciel le Pokémon légendaire Ho-Oh. Sauf que dans le film, à la suite de cette rencontre, Sacha obtient une arc-en-ciel, l'objet qui permet de rencontrer Ho-Oh dans les jeux, et le but de Sacha sera de le revoir en utilisant ses ailes et de le défier. Dans l'ensemble, c'est un très bon divertissement avec une très bonne animation et ses moments fort prenants, mais il a aussi ses choix stupides, dont 2 que je ne peux pas omettre. 1. L'inutilité de la Team Rocket dans ce film. Vous me direz que ce n'est pas la première fois qu'elle ne sert à rien dans un film Pokémon, mais pour un film qui reboot la saison 1, fallait pas oublier d'introduire la relation entre Sacha et la Team Rocket. Ils ont juste surpris une conversation qui disait que Sacha pouvait rencontrer Ho-Oh grâce à son arc-en-ciel, et c'est suffisant pour le suivre partout où il va, même dans les crédits. 2. Avoir remplacé Pierre et Ondine par 2 nouveaux compagnons oubliables, Honoré et Justine. Et visiblement, pour rendre ces personnages intéressants, les scénaristes n'ont pas cherché plus loin que de les associer à des trucs que tous les fans aiment. Pour Honoré, on lui donne un Pokémon populaire, tiens donc, et on apprend que quand il était petit, un autre Pokémon populaire a sacrifié sa vie pour lui. Bon, j'avoue que c'est un instant touchant, mais c'est le seul truc qu'on retiendra sur lui. Et puis ils auraient pu prendre un autre Pokémon que celui qui a déjà été utilisé pour faire monter la popularité de Lem. Dans le cas de Justine, ils sont allés plus loin en faisant d'elle la progéniture d'un des personnages les plus populaires de la franchise. Et ça sort tellement de nulle part que ce personnage est une fille, bref, ridicule, ils auraient remis Pierre et Ondine à la place, ça aurait été meilleur. Ce film aura tout de même une suite, bien mieux, avec un Sacha qui a... grandi. Ça fait bizarre de dire ça quand on sait qu'il a 10 ans depuis 20 ans. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je trouve que le pouvoir est en nous et dans le haut du panier des films Pokémon. Car il me donne vraiment la sensation de vouloir raconter une histoire avec des personnages divers et variés qui se révèlent vraiment attachants, plutôt que de juste promouvoir un nouveau Pokémon. À ce moment-là, on pouvait croire que tous les films Pokémon de la 7ème génération suivraient le parcours de ce Sacha. Alors quand ils ont annoncé que le dernier film de cette période serait un remake du premier film en images de synthèse, je pensais qu'on allait incorporer tout ça dans la timeline des films 20 et 21, et qu'on en ferait une conclusion à l'histoire de ce Sacha, et peut-être même reprendre l'histoire prévue à la base à l'époque où le premier film devait être la fin de la série. Mais que nenni, que nenni, que nenni! C'est vraiment un remake du premier film plan par plan. Alors, pour être honnête, je ne l'ai pas vu. Mais si j'en crois les images, ça n'a vraiment pas l'air d'apporter quelque chose de plus. Autant revoir le film original. Dommage que le public français n'ait pas eu la même réflexion à la sortie du remake du Roi Lion. Pour les autres films Pokémon, il y a encore 2-3 pépites, mais dans l'ensemble, ça se contente d'être des produits dérivés de produits dérivés. Ça ne vaut pas la peine de les juger comme de mauvais films, ça reste divertissant, sauf quand il ne se passe rien pendant les 2 premiers tiers, mais faut pas s'attendre à grand chose. Je crois qu'on a fait le tour, mais avant de conclure, il y a 2 derniers sujets que j'aimerais évoquer. Déjà la VF. Bon, elle est loin d'être parfaite. Passage par les États-Unis oblige, les traducteurs s'en mêlent les pinceaux plus souvent qu'à leur tour, et il y a quelques coquilles. La championne de l'arène Pokémon de Safrania, c'est Sabrina. Attention Morgane, me voilà. Pour ce dernier, on a des cas plus récents. Kenny, je reste pas, c'est bien toi. Oh, sympa ta nouvelle coiffure. Je suis de tout cœur avec toi, Aurore. Bonne chance. Merci, Gilles. Tu t'appelles Barry, c'est bien ça? Et les 2 dresseurs sont René et Paul.
Mais quoi qu'en pense Julien Bardakov, qui s'est plaint que sa traduction inventive des noms des Pokémon n'ait pas toujours été respectée dans le dessin animé en termes de prononciation, la traduction occidentale et la VF dans son sillage ont été très astucieuses pour ce qui est d'adapter les gags. Comment ça, dormir debout? Ils ont eu la même idée que Titeuf dans un épisode. La gagnante aura l'extraordinaire privilège de poser aux côtés de l'idole du grand écran, Leonardo Di Carpaccio. Et on sent que le doublage a été fait avec enthousiasme. En parlant du son, parlons enfin des musiques. Elles sont en grande partie tirées des jeux mais réinstrumentées pour la série, bien qu'il y ait un nombre assez conséquent d'originales. Elles sont très plaisantes à entendre et contribuent grandement au plaisir de visionnage. Parfois, une chanson se glisse dans l'épisode. Ça surprend. Mais au final, sur le CD qui est sorti à l'époque où la série passait, il n'y en a que 2 qui se retrouvent casés à l'intérieur même de l'histoire. Les autres sont relégués sous forme de vidéoclips en lieu et place de générique de fin, façon karaoké. Toutes les séries devraient faire ça. Allez, tous en chœur. Je veux être le meilleur. Ah, la nostalgie m'emporte. Allez, j'ai encore plein de bonne musique dans cette Pokéball. Parfait. Ah non, pas ce disque. Oh, si vous êtes né. Oh, mais c'est génial, vous ne trouvez pas? Ah non, c'est encore pire. Oh, mais vous n'avez aucun goût musicaux, ma parole. Bon, suivant. Ah, pourquoi j'ai ce générique de merde? Suivant. Ah non, le bouton est coincé. D'accord, toutes les séries ne devraient pas faire ça. D'ailleurs, toutes les chansons du CD n'ont pas fini en karaoké à la fin des épisodes, et tant mieux. Il y en avait qui se prenaient vraiment trop au sérieux. J'ai décoincé le bouton. Ah, je suppose que ça peut aller. Vous disiez quoi? Éteins-moi ça. C'était pas des mauvaises chansons, mais je voyais pas ce qu'elles avaient à foutre dans Pokémon. Voilà, c'est éteint. Bon, moi ça me manque ces génériques de fin pour la série en VF, mais je suppose qu'au bout de 3 saisons, ils n'avaient plus d'idées. Ils ont même fait un générique de fin où Pierre chante son amour pour les jolies filles. Jenny, je vous en prie, si vous m'arrêtez, je serai au paradis. Bah, aucune n'a pu être pire que le générique en VO. La jupe de cette fille, vraiment. Ils sont très bien les génériques en VO. Mais bon, entre nous, ça restera une question de goût. Les génériques japonais de Digimon et Sonic X sont excellents. Pour parler des autres génériques en VF, jusqu'à la saison 9, ils restent de bonne qualité. Le 3e générique, Voyage à Johto, est particulièrement marquant et considéré comme le générique Pokémon en VF le plus culte après le premier. Le monde change tout autour de nous. Le monde change et devient flou. Le monde change, c'est fou. Il reste le même malgré tout. Car il faut tous les attraper. À partir de la saison 10... C'est qu'une question de défi. Dans ce nouveau monde commence une nouvelle vie. Nouveaux ennemis, si tu te bats pour ta survie, on sortira grandi, diamant et perle. Voilà, c'est assez choquant. Et c'est là que tu comprends qu'il n'y a plus grand chose à attendre des génériques internationaux. À part une ou 2 exceptions, ce n'est pas très inspirant, c'est court, à la limite ils sont plus intéressants à écouter en version longue dans les films. Mais c'est resté potable. Jusqu'à la saison 19. Et depuis... Je suis fier, c'est comme ça que sont les battants. Le soleil brille et réchauffe ma peau. Je sens que chaque jour qui passe me rend un peu plus fort. Préparé pour traîner, surpasser, on a étudié. Si ton cœur est prêt pour gagner, Relève le défi, prends ma main. Ah, c'est devenu de la merde, à peine écoutable. Bon, à la limite, l'instrumental du générique de la saison 20 est très sympa, surtout quand c'est utilisé pour des pubs, mais c'est le meilleur truc que je retiens depuis. Tout ça pour dire que la saison 1 de Pokémon, si on la prend à part, c'est une série drôle et plaisante à cause de sa dimension parodique et sa capacité à tourner en dérision ses propres codes. Elle trouve le moyen d'émouvoir au détour d'un éclat de rire car elle est sincère dans sa démarche, mais ne garde son intérêt que tant qu'elle refuse de se prendre au sérieux et a pour principale prétention de faire rire. Elle est tout à fait appréciable par ceux qui n'ont pas joué au jeu, et je gage qu'elle ne l'est pas moins pour ceux qui y ont joué, à condition qu'ils sachent la voir pour ce qu'elle est. Mais surtout, c'est la série qui m'a appris à apprécier le comique What the Fuck, qui l'a probablement appris à un tas d'autres jeunes spectateurs, et rien que pour ça, elle mérite qu'on s'en souvienne. Et d'où tu te permets de parler au nom de ceux qui ont joué au jeu, tu y as même pas joué? Ah, je te permets pas, j'ai 422 Pokémon dans Pokémon Go. Petite joueuse, moi j'en ai 493. Ah, Pokémon Go, cette mode qui n'a duré qu'un été et dont je me suis remis quand j'ai entendu dire que les Pokémon 5e génération arrivaient. Oh regardez, ils sont là! Moustillon, Ponchio, Flamajo, Colemastoc. Ah, je vais tous vous capturer et... Une seconde, vous êtes de vrais Pokémon? Mais une Pokéball ne peut contenir qu'un Pokémon?
passé quoi là? Hein? Mais libre! Je suis libre! Toi, viens avec moi. Je m'appelle Sacha. Je viens du Bourg-Palette et je suis le prochain maître Pokémon. D'accord. Où que je sois, impossible de me téléporter à l'extérieur. Je voulais attendre que tu m'aies remboursé mon vélo pour te défier, mais le sort en a décidé autrement. Je suis tellement désolée. Tu m'as terriblement manqué, grande sœur. Un combat de championnat ne ressemble pas aux autres combats. Pour avoir l'autorisation de la Ligue Pokémon, il faut suivre des règles spécifiques. J'ai cru longtemps être le seul au monde. Le déjeunège, c'est le plus beau souvenir de ma pathétique et lamentable enfance. Qu'on la laisse tranquille, mais c'est elle qui nous pourchasse. Elle est la cause de ma fugue loin de mon manoir. Ce furent des jours bien sombres. Etty, qu'est-ce qui va se passer si ces types découvrent que nous sommes des passagers clandestins? Je crois qu'on ferait mieux de retourner à la nage. Ça finit toujours comme ça. Il faut que je m'occupe de tout. Vous me traitez de tricheur, mais en vérité vous enragez de ne pas avoir pensé à détourner les règles. Ton grand-père est venu me rendre visite, mais il ne se sent pas bien. Pourrais-tu passer à mon bureau pour venir le rechercher, Yugi? Nous sommes de retour le 18 de chaque mois. Pour vous jouer un mauvais tour qui vous laisse pantois. Afin de protéger les œuvres de la disparition. Afin de toutes les soumettre à notre sanction. Afin de retrouver les bons dessins animés. Afin de ridiculiser les suites après fin fermée. Chucky. Al. CDAL, plus rapide que la lumière. Alors regardez tous, car on gère la fougère. Mais oui, la fougère. Ça veut dire quoi? C'est pour dire comme les jeunes. Connais pas. Moi non plus. Je suis sûr que tu l'as inventé, parce qu'on me l'a fait pas. Non, je l'ai pas inventé, c'est une mon expression avis qui existe ou complètement. Ouais, c'est n'importe quoi. Mais non, si je jure, ça existe. C'est complètement débile. Regardez le dictionnaire, ça existe vraiment. Non, ça n'existe pas.